Merci Julien, bonjour à tous, merci d'être resté entre ces deux sessions. On va donc parler de SQL Server sur AWS. Donc pour changer, je m'appelle Julien aussi, je suis Julien Lépine, je suis architecte solution chez Amazon Web Services. Ça fait 4 ans et demi que je suis chez Amazon Web Services et mon rôle est d'être Solutions Architect spécialiste Microsoft. Donc toutes les questions que les clients et les partenaires d'AWS peuvent avoir sur l'écosystème Microsoft, habituellement elles reviennent vers moi. Donc comme disait Julien, on va parler de SQL Server sur AWS aujourd'hui. N'hésitez pas dans les questions de poser toutes les questions sur le reste de la plateforme. Je fais du SQL Server, mais je fais aussi tout le reste de la plateforme Microsoft sur AWS. Donc d'un point de vue logistique, comment ça va se passer? Assez simplement, on va avoir une présentation qui va prendre à peu près 45 minutes et on va essayer de se garder 15 minutes de Q&A. Posez les questions pendant la présentation ou après la présentation, n'hésitez pas. Et bien entendu, les slides seront mis à disposition pour le téléchargement sous format PDF. Hugo s'occupe de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire et de quoi on va parler pendant ce webinaire? On va commencer par parler de l'architecture du SQL Server et comment architecturer de manière performante et efficace des plateformes SQL Server sur AWS. Ensuite, on va parler un peu des services managés. Je ne vais pas aller en profondeur dessus, parce que Julien vient de le faire avant moi. Donc on parlera bien entendu d'Amazon RDS pour SQL Server. On va parler de la migration de données encore une fois, et surtout de comment choisir le modèle le plus efficace pour votre environnement, que ce soit de partir d'un modèle Amazon RDS ou plutôt un modèle Amazon EC2 avec SQL Server. Quand on parle d'architecture, on a un programme chez Amazon Web Services qui a été conçu à partir des retours des Solutions Architects de toutes les expériences que nous avons eues avec nos clients, plus de 10 ans d'expérience avec nos clients maintenant, sur lequel on a identifié 5 piliers fondamentaux de la plateforme et qui doivent être, on espère, les piliers les plus importants pour construire une plateforme qui sera donc sécurisée, fiable, performante, optimale d'un point de vue budgétaire et facile à opérer. Et quand on va décrire des plateformes et des architectures de référence, on essaye toujours de se rapporter à ces 5 piliers. Et ce framework que nous avons créé s'appelle le Well Architected Framework, qui est disponible en ligne, que vous pouvez télécharger. Et donc on va essayer de voir comment architecturer une plateforme SQL Server au travers de ces 5 piliers pour s'assurer que votre plateforme sera la plateforme la plus efficace possible pour vous. Donc le premier pilier, c'est la sécurité. Quand on parle de sécurité, on peut parler de sécurité à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être le niveau réseau. C'est le premier point d'entrée avec la plateforme AWS. Julien vous l'a déjà présenté dans des webinaires et même fait un dive deep sur le VPC. Amazon VPC, Virtual Private Cloud, vous donne la possibilité d'avoir un environnement réseau complètement isolé dans lequel vous allez lancer vos applications. Vous pouvez contrôler les sous-réseaux, les subnets, vous pouvez contrôler les zones de disponibilité, ce qui vous permet d'avoir une plateforme hautement disponible et complètement sécurisée. En plus, vous pouvez contrôler les tableaux de routage et bien entendu le network ACL, donc toutes les fonctionnalités réseau que vous avez l'habitude de déployer chez vous dans vos infrastructures, en termes de firewalling et en termes de gestion des sous-réseaux et des routages, vous pouvez les étendre sur AWS pour avoir cette plateforme sécurisée. En plus, sur AWS, on a cette notion de security group. Quand on prend un VPC, on est sur de la sécurité périmétrique. Je vais avoir la possibilité d'avoir des murs très forts autour de ma citadelle. Le security group, c'est vraiment la possibilité d'avoir un mur autour de chacune des machines qui va être en train d'être exécutée sur AWS. Vous pouvez gérer les trafics entrants ou sortants des instances et des bases de données, bien entendu, par bloc d'IP ou depuis un autre security group. Ça vous donne un modèle de sécurité extrêmement flexible. Pouvoir dire en une règle, toutes mes machines web vont pouvoir accéder à ma base de données sur le port 1433 parce que je fais du SQL Server. C'est un élément de configuration ou un appel API dans les security groups. Et si jamais il y a des nouvelles machines web qui viennent, elles auront automatiquement accès aux bases de données. Si elles sont éteintes, elles n'auront automatiquement plus accès aux bases de données. Donc c'est très facile et très simple de pouvoir mettre ça en place. Et finalement, quand on fait de la sécurité, un des points clés, c'est aussi l'auditabilité. Comment est-ce que je suis sûr de savoir que d'un point de vue réseau, il n'y a pas quelque chose qui se passe que je n'avais pas prévu? Et donc Amazon VPC Flow Logs, qui vient encore avec les fonctionnalités d'Amazon VPC, vous permet d'avoir cette visibilité. Donc quand on va un peu plus loin, un security group, c'est assez simple. Je vais créer un groupe de sécurité, je vais pouvoir le nommer, il aura un ID et il aura son nom. Et je vais avoir la possibilité de créer des règles en entrée et en sortie. Là, en l'occurrence, j'ai typiquement le port DNS qui est ouvert. Pour du SQL Server, on va retrouver typiquement les ports 1433 qui permettent de faire de la connectivité SQL Server en mode TCP. En plus de ces éléments-là, la partie auditabilité est très importante.
Amazon VPC vous permet au niveau de chaque sous-réseau d'activer ce qu'on appelle les VPC Flow Logs. Et ces Flow Logs, vous les aurez dans un autre service qui s'appelle Amazon CloudWatch Logs, dans lequel vous pouvez voir en quasi temps réel tous les flux réseau qui viennent sur votre plateforme. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis pas très bon à la lecture de NetFlow au quotidien, c'est pas ma tasse de thé. Donc ce qu'on a beaucoup mis en place et ce que beaucoup de nos clients font, c'est utiliser des plateformes un petit peu plus élevées pour lire ces logs. Et typiquement, une des plateformes qui est très utilisée, c'est Elasticsearch. Elasticsearch vous donne la possibilité d'intégrer de larges volumes de données et en utilisant l'outil Kibana, qui est mis à disposition avec la plupart des distributions Elasticsearch, vous avez la possibilité de créer des dashboards. Et typiquement, ce dashboard va vous donner la possibilité de filtrer par carte réseau ou pour l'ensemble d'un VPC tous les flux réseau. Quels sont les ports en entrée, quels sont les ports en sortie. Très important quand vous avez une base de données pour savoir exactement si le comportement de cette base de données est un comportement que vous voulez avoir ou s'il y a un certain nombre de points qui sont des points non prévus. Et dans ce cas-là, vous avez la capacité de réagir très rapidement. Kibana fait de l'alerting et énormément de choses. Plutôt que de devoir, pour vous, monter un Elasticsearch, monter un Kibana et gérer tous ces éléments, plus l'intégration, on a des modèles prêts à l'emploi qui vont vous permettre de prendre les logs de vos VPC et les envoyer vers un service qui s'appelle Amazon Elasticsearch, qui est un modèle Elasticsearch complètement managé par Amazon. Donc là, on est un peu sorti du monde SQL Server, mais vraiment, ce point sur la sécurité réseau est critique pour vos bases de données, parce que vos bases de données vont stocker vos données les plus confidentielles et les plus sécurisées. Maintenant qu'on a mis en place la sécurité autour du réseau, on va vouloir avoir la possibilité de savoir qui a le droit de toucher à mes instances, qui peut créer une nouvelle machine, qui peut supprimer une nouvelle machine, qui peut lancer un snapshot comme Julien l'a présenté, ou qui peut changer les configurations réseau. Tous ces éléments-là, on les a dans AWS IAM, Identity and Access Management, qui vous donne la possibilité d'utiliser vos credentials Active Directory on-premises ou des utilisateurs que vous allez créer sur la plateforme directement, de l'authentification multiples facteurs et beaucoup d'autres éléments. Donc vous avez vraiment, encore une fois, une grande flexibilité sur ce que vous pouvez faire au niveau de la plateforme. Et vu qu'on a la possibilité de modifier votre environnement, et typiquement on a la possibilité de modifier la configuration du réseau comme on l'avait vu juste avant, et bien on va remettre une couche d'auditabilité à ces éléments-là. AWS CloudTrail vous donne la possibilité d'avoir une visibilité sur toutes les actions faites par chacun de vos utilisateurs, que ce soit une authentification avec des credentials Active Directory, une modification d'instance, une modification de base de données. Et on va avoir une console autour de CloudTrail qui vous donne une visibilité complète sur tout ce qui se passe. Donc là, on voit que moi, Julien, je me suis connecté à la console à travers un service qui s'appelle ds.amazonaws.com. C'est le service AWS Directory Service pour Active Directory. Donc j'ai utilisé mon utilisateur Active Directory pour accéder à la console. Et chaque événement est donc tracé, tagué, catégorisé pour que vous puissiez avoir une auditabilité complète. Donc à partir de maintenant, vous avez un réseau qui est complètement géré et toutes les modifications de ce réseau sont encore une fois complètement sécurisées. Donc ce qu'on va vouloir, c'est s'assurer que les personnes qui accèdent à la base de données soient seulement les personnes qui sont intéressantes pour accéder à la base de données. On va d'abord commencer par gérer le contrôle, c'est-à-dire s'assurer qu'on ne donne pas les droits système administrator à tous nos utilisateurs. Malheureusement, une pratique que l'on voit régulièrement dans le monde SQL Server, et d'autres bases de données d'ailleurs, mais bien s'assurer qu'on va créer des utilisateurs, ou en tout cas donner des droits aux utilisateurs de manière limitée. Les limiter sur les actions qu'ils peuvent effectuer et les tables sur lesquelles ils peuvent les effectuer. Et vu qu'on est dans le monde Windows, ce qu'on va vraiment vouloir faire, c'est éviter d'utiliser l'authentification SQL Server, qui est une authentification locale stockée en local sur la machine SQL Server, mais plutôt utiliser l'authentification intégrée Windows, et donc utiliser vos utilisateurs Active Directory que vous avez définis, qui sont gérés. Quand vous avez un nouvel employé qui rentre dans votre entreprise, par exemple, il va avoir un compte qui sera créé dans Active Directory. Quand il va quitter l'entreprise, ce compte va être désactivé. Si vous intégrez vos bases de données avec ces process-là, automatiquement, tous les accès aux applications et aux bases de données de ces utilisateurs seront révoqués ou activés. Donc vraiment très facile à être mis en place, et SQL Server a vraiment ce modèle qui est extrêmement pratique pour toutes les utilisations desktop ou pour énormément d'autres utilisations où vous voulez avoir une granularité extrêmement fine sur les droits de votre base de données. Ensuite, on va parler de chiffrement. Une fois qu'on s'est assuré que le réseau était bon, qu'on avait le contrôle sur les API et qu'on avait les droits sur la base de données qui étaient bien restreints, on va avoir la possibilité de se dire que d'un point de vue conformité ou sécurité, on va vouloir chiffrer l'ensemble de nos données.
Et donc on a deux modèles de chiffrement qui sont les modèles principaux. Le premier, c'est le chiffrement des données au repos. Donc toutes les données qui sont stockées sur la base de données vont automatiquement chiffrer. Et le deuxième, c'est la possibilité d'avoir du chiffrement en transit. Donc toutes les connexions à la base de données, on va pouvoir forcer le chiffrement. Pour la protection des données au repos, Julien en a parlé dans la partie sur Amazon RDS, on a la possibilité d'utiliser Amazon KMS, Key Management Service. Ce service-là est un service qui va s'assurer que tous les blocs de données sont chiffrés. Il n'y a aucune modification à faire au niveau de la base de données ou de vos applicatifs. Ces éléments-là sont gérés au niveau de l'hyperviseur et des volumes de stockage. Donc toutes les données sont chiffrées avant d'être stockées. Après, on a d'autres modèles tels que TDE, Transparent Data Encryption, qui est supporté par Microsoft SQL Server, où là, vous allez pouvoir intégrer votre base de données avec un gestionnaire de certificats. Et ce gestionnaire de certificats va donner le droit de lire la base de données, ou va donner le droit au moteur de base de données d'accéder aux données. Et là, c'est bien le moteur de base de données qui lui-même va faire les opérations de chiffrement avant de les stocker sur disque. Donc on est même une étape avant, au lieu que ce soit l'hyperviseur qui va faire le chiffrement, on est bien l'applicatif SQL Server va faire le chiffrement. Point intéressant, vous n'avez encore une fois aucune modification à faire, c'est de la configuration de SQL Server et non de la modification d'applicatif. Et après, on a aussi la possibilité d'aller au niveau des colonnes et au niveau de l'applicatif pour se dire certains éléments de ma base de données devront être chiffrés, soit par le moteur, soit même par mon application. Et donc vous pouvez intégrer vos applications avec AWS KMS pour que les données soient chiffrées avant même d'être envoyées dans la base de données. Et donc la base de données, tout ce qu'elle aura, c'est un blob informe complètement chiffré, et donc vous aurez une sécurité encore supérieure de vos données. Pour la partie stockage de données, chiffrement des données en transit, SQL Server, vous pouvez le configurer pour qu'encore une fois, il utilise un certificat et il utilise les fonctionnalités SSL pour avoir un chiffrement efficace. Donc vraiment, ce chiffrement, c'est un des points clés, et Werner Vogels, notre CTO, le pousse vraiment. Le chiffrement, c'est presque plus une option. Vous devez pouvoir chiffrer l'ensemble de vos environnements, et faire du chiffrement avec Amazon KMS est complètement gratuit. Donc n'hésitez pas à regarder ces fonctionnalités pour toutes vos bases de données. C'est toujours une bonne pratique d'être plus sécurisé que moi. Maintenant, on va parler de fiabilité. Donc maintenant, on a une base de données sécurisée. Le premier élément de la sécurité quand on est en France, c'est disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Les trois derniers points, intégrité, confidentialité et traçabilité, on les a avec les options de sécurité dont on a parlé maintenant. La disponibilité, donc la haute disponibilité en l'occurrence, c'est vraiment un élément tellement critique qu'on en a fait un pilier à part. Et quand on voit avec MySQL ou avec Aurora tel qu'en a parlé Julien, globalement ce qu'on va vouloir c'est avoir un cluster de bases de données. On va vouloir avoir une base de données active, une base de données passive, une réplication synchronisée entre les deux, et un modèle de cluster entre les deux qui nous permettent de dire si ma base maîtresse tombe en panne, je veux que ma base secondaire devienne le nouveau master et soit capable de le servir. Il y a eu un certain nombre de questions sur la possibilité d'avoir des bases actives, donc multi-master. Ce n'est pas un modèle qui est supporté par SQL Server, donc ce n'est pas un modèle qu'on va pouvoir retrouver dans Amazon RDS, mais on est bien sur des modèles actifs, passifs, donc soit passif complètement éteint pour faire de la réplication synchrone, soit passif en lecture seule avec de la réplication asynchrone, et on y reviendra après. Le modèle de déploiement reste un modèle de déploiement très AWS. J'ai une région AWS, donc je vais pouvoir typiquement, si je suis en France, choisir très bientôt la région Paris, ou alors choisir la région Francfort, choisir la région Londres ou la région de Dublin pour déployer ma base de données. Je vais avoir au sein de cette région un VPC que je vais créer pour configurer et complètement gérer mon environnement réseau. Et au sein de ce VPC, je vais utiliser les différentes zones de disponibilité de ma région et créer des sous-réseaux au sein de ces zones de disponibilité. Ça me donne la possibilité d'avoir une base de données qui va être sur plusieurs zones de disponibilité, donc plusieurs ensembles de data centers complètement isolés les uns des autres. Tout en ayant une latence de réplication, donc on va faire de la réplication synchrone, parce que ma latence réseau est de l'ordre de 1 à 2 millisecondes. Donc on est vraiment sur de la haute performance au niveau réseau, tout en ayant vraiment cette extrêmement haute disponibilité. Donc ça, c'est le but de ce qu'on va vouloir avoir. Mais comment l'architecturer réellement avec Microsoft SQL Server? On va avoir plusieurs modèles. Le premier modèle que l'on va pouvoir trouver, c'est un modèle que Microsoft appelle le Failover Cluster Instances. On va avoir deux machines, un réplica primaire et un réplica secondaire. Ces deux machines vont faire partie d'un cluster. Ce cluster, on le crée avec un rôle Windows que l'on appelle le Windows Server Failover Clustering, WSFC.
Ce modèle-là vous donne la possibilité de dire je vais avoir deux machines qui vont marcher en termes de cluster, et si jamais un élément venait à être indisponible, eh ben, la machine secondaire deviendrait la machine à utiliser. Pour pouvoir utiliser le modèle Failover Cluster Instances, il va falloir utiliser un modèle que l'on appelle le Shared Storage, donc un stockage partagé entre les différentes instances. Pour tous les utilisateurs de cloud et pour tous ceux qui ont vraiment travaillé, vous savez qu'on n'a pas une zone de disponibilité qui soit partout. Quand on a du stockage, il est dans une zone de disponibilité, parce qu'on va stocker sur des volumes Amazon EBS. Et donc, pour avoir ce stockage partagé que l'on veut être hautement disponible, on va devoir utiliser des solutions partenaires. Des partenaires tels que SoftNAS, NetApp, Sios ou d'autres, qui eux ont construit une solution logicielle qui va utiliser plusieurs volumes EBS dans plusieurs zones de disponibilité. Donc on va encore une fois récupérer cette haute disponibilité et cette indépendance entre les niveaux de stockage. Et eux vont gérer la réplication au niveau des blocs de stockage entre ces deux volumes. Et ils vont aussi proposer à SQL Server une adresse IP, qui sera une adresse IP flottante, qui existe sur plusieurs zones de disponibilité. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très spéciale de ces logiciels-là, parce que c'est encore une fois pas une fonctionnalité par défaut que l'on peut avoir sur la plateforme, et qui va permettre au cluster Windows de croire qu'il est en train de parler à un SAN ou à un point d'entrée à SCSI qui lui-même sera partagé sur plusieurs zones de disponibilité. Donc si vous voulez utiliser le modèle Failover Cluster Instances, qui a un certain nombre d'intérêts très importants pour SQL Server, le premier en termes de licensing, ça vous permet d'avoir de la réplication synchrone, c'est même pas de la réplication finalement, c'est de la haute disponibilité synchrone entre deux bases de données sur deux zones de disponibilité en utilisant l'édition standard de SQL Server. Ça vous permet aussi d'utiliser sur les versions avant Windows Server 2016 et SQL Server 2016 des modèles tels que le Microsoft Distributed Transaction Coordinator qui vous permet d'avoir des transactions sur plusieurs bases de données ou sur plusieurs serveurs. Donc il y a un certain nombre de points d'usage qui sont intéressants avec ce stockage partagé. Néanmoins, on le voit bien ici, on a un élément qui est hors des zones de disponibilité. Ça ne va pas être le modèle recommandé par Amazon sur le déploiement d'une base de données hautement disponible. Le modèle que Amazon va recommander, c'est un modèle sur lequel on va avoir du stockage sur chacune des bases de données qui sera complètement isolé. Et ces machines, sur deux zones de disponibilité, vont avoir une réplication qui va être mise en place. Cette réplication sera bien entendu synchrone pour être dans un mode de haute disponibilité. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure à Julien, que j'ai trouvée très intéressante. Julien n'a pas eu le temps d'y répondre malheureusement, sur comment évite-t-on d'avoir un modèle, enfin d'avoir le syndrome du split brain scenario quand on a une machine qui tombe en panne, ou quand on a plutôt le réseau qui va devenir indisponible. Donc premier élément, le réseau devient très peu indisponible sur AWS, on est sur un réseau hautement disponible et complètement virtualisé, donc les interruptions réseau entre plusieurs machines sont d'une extrêmement rare. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut arriver. Always On Availability Groups et Mirroring se basent encore une fois sur la technologie Windows Server Failover Clustering. Ce modèle, on peut le déployer sur plusieurs zones de disponibilité en utilisant ce qu'on appelle un serveur witness. Ce serveur witness va servir à savoir qui est le leader. Un cas d'usage simple, j'ai une base de données qui fonctionne sur mon réplica primaire, qui est répliquée en synchrone sur mon réplica secondaire. J'ai une interruption réseau entre mon réplica primaire et mon réplica secondaire. Les deux machines ne peuvent donc plus discuter l'une avec l'autre. Et la décision du split brain qui peut arriver si on n'a pas cette élection du maître ou ce witness, c'est de se dire, le secondaire se dit, le primaire est plus disponible, donc je deviens un primaire, et le primaire se dit, bah moi je suis toujours là, donc je continue à servir. Et dans ce cas-là, les transactions viennent sur une machine ou sur l'autre, et on n'a plus la cohérence des données entre les deux éléments. Avec cette notion de witness, on va avoir une troisième machine, ici déployée dans une troisième zone de disponibilité lorsque c'est possible, qui elle va être capable de faire l'arbitre. Elle va pouvoir dire au réplica primaire, non c'est bon, tu es toujours là, tu continues à marcher, et elle va être capable de parler au réplica secondaire en lui disant, le réplica primaire est toujours là, ne devient pas maître, c'est bien une interruption réseau, et donc le système va continuer à fonctionner. Donc c'est vraiment le modèle le plus efficace pour avoir de la haute disponibilité au niveau des bases de données, deux instances dans deux zones de disponibilité, avec un stockage local, et finalement un nœud qui va permettre de faire cette élection du maître, et donc maintenir cette cohérence des données. Maintenant, on a certaines régions sur lesquelles on n'a que deux zones de disponibilité. Donc une question que j'ai fréquemment de la part de mes clients, c'est comment est-ce que je vais être capable d'utiliser ce modèle d'élection du maître alors que je n'ai que deux zones de disponibilité. On va pouvoir le faire en ayant un réplica primaire et un secondaire dans deux zones de disponibilité différentes encore une fois, et de mettre le witness, donc le nœud d'élection,
dans la même zone de disponibilité que le primaire. En fonction des designs, certains vont vouloir le mettre dans la même zone de disponibilité que le secondaire. Ma recommandation est plutôt de le mettre dans la zone de disponibilité du primaire pour que si jamais il y a une interruption réseau entre les deux zones de disponibilité, on n'ait pas un failover automatique juste à cause de ça. Le primaire étant la base par défaut active, si j'ai une interruption réseau, le secondaire ne sera plus capable de parler ni au primaire ni au witness et donc restera secondaire, et le primaire, lui, sera capable de parler au witness et donc restera primaire. Et on évite comme ça d'avoir des failovers automatiques trop fréquents. Donc vous aurez les slides, ça fait vraiment partie des architectures de référence sur avoir de la haute disponibilité sur SQL Server. Mais SQL Server propose un petit peu plus de fonctionnalités. Quand on va utiliser des fonctionnalités telles que le log shipping ou la réplication transactionnelle, si on est sur des vieilles versions du SQL Server, mais même plutôt si on utilise Always on Availability Groups, on a la possibilité d'avoir des modèles un peu plus efficaces, où on va avoir, encore une fois, un primaire et un secondaire pour avoir ma haute disponibilité, donc toujours une réplication. Potentiellement, j'ai même un witness qui est toujours dans ma troisième zone de disponibilité pour avoir mon élection du maître. Et en plus de ces éléments-là, je vais avoir la possibilité de lancer une nouvelle base de données, qui sera encore un secondaire, sauf que ce secondaire, je vais le configurer en réplication asynchrone. L'intérêt de l'avoir en réplication asynchrone, c'est que c'est une base de données qui va devenir active. Et sur cette base de données active, elle sera en lecture seule. Je vais pouvoir lancer typiquement mes applications de reporting. Et donc si vous avez des sites web à fort volume, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises qui avaient des sites web à fort volume, c'est typiquement un modèle dans lequel vous pouvez avoir jusqu'à 6 read réplicas sur une base de données pour avoir ce load balancing au niveau des catalogues frontaux par exemple, ou pour avoir plus de disponibilité, enfin des temps de réponse plus faibles sur vos lectures sur la base de données. Donc c'est un modèle très important et que vous allez pouvoir étendre sur beaucoup d'autres modèles. Et un des modèles dans lequel on va beaucoup travailler, c'est aussi se dire, et si jamais je voulais avoir un plan de disponibilité au-delà de la région? On va pouvoir trouver la même architecture avec une zone de disponibilité pour mon primaire, une zone de disponibilité pour mon secondaire en réplication synchrone, toujours exactement le même modèle, et potentiellement une réplication à travers un VPN sur une deuxième région AWS. Et donc là, j'ai la possibilité d'avoir des backups dans une deuxième région et d'avoir une haute disponibilité complète, où là, je n'ai non seulement la disponibilité de 2 zones de disponibilité dans une région, mais là, j'ai même la possibilité de faire des plans de reprise d'activité sur une deuxième région. Encore une fois, on va avoir notre troisième serveur pour le witness qui sera dans la région primaire, mais on va vraiment avoir la possibilité d'étendre. Et voire même, une question qu'on a régulièrement de la part de nos clients, comment est-ce que je fais pour avoir une sauvegarde sur site pour des cas de retour arrière ou autre? Cette fonctionnalité d'avoir un read replica sur lequel on va pouvoir exécuter des backups, on va aussi pouvoir le déployer chez vous. Et c'est typiquement le genre de cas dans lesquels on va déployer une fonctionnalité telle qu'AWS Direct Connect, qui vous donne une connectivité réseau directe, fibre optique entre vos infrastructures et la plateforme AWS. Donc vos bases de données seront hautement disponibles dans le cloud, extrêmement sécurisées et très performantes, et en plus vous garderez une sauvegarde locale ou une sauvegarde sur une autre région en cas de besoin. Donc voilà, ça c'était les éléments sur la haute disponibilité de SQL Server. Maintenant on va se poser des questions de performance. Comment est-ce que je suis capable d'optimiser la performance de mes bases de données sur SQL Server quand je le fais tourner chez Amazon? Le premier, ça va être de choisir le bon type d'instance. Chaque type d'instance, et on a plus de 50 types d'instances différentes disponibles maintenant chez Amazon Web Services, va vous fournir 3 capacités qui sont des capacités importantes. Le premier, c'est la possibilité de choisir le nombre de vCPU que vous allez avoir. Donc les vCPU sur les nouvelles générations, ce sont des cœurs physiques de processeurs Intel ou un hyperthread qui lui est associé. Donc quand vous avez une machine telle qu'une R3 8X Large, vous allez avoir la possibilité d'utiliser 32 vCPU pour vos plateformes. En plus de cette gestion du CPU, qui est très importante pour les bases de données, surtout pour les bases de données qui vont avoir beaucoup de calculs batch et choses du genre, où c'est assez utilisé en CPU, ce qu'on voit beaucoup, c'est que la base de données, elles ont besoin d'avoir beaucoup de RAM. Et donc les catégories telles que les C3, enfin les C4, vont avoir 2 fois moins de RAM que les M4, et les M4 ont elles-mêmes 2 fois moins de RAM que les R4. Si on le prend dans l'autre sens, en fonction du besoin d'usage de vos bases de données, pour un même nombre de vCPU, si je prends une C4 8X Large, je vais avoir 32 vCPU, mais par contre, je ne vais pas avoir beaucoup de RAM. Je vais avoir, sur une 8X Large, je vais avoir 32 Go de RAM.
Si je vais sur une M4, je vais avoir beaucoup plus de mémoire. Si je vais sur une R4, je vais avoir encore plus de mémoire, qui me donne la possibilité d'avoir jusqu'à 244 Go de RAM. Et en parallèle de ça, plus vous avez des instances qui sont grandes, plus vous allez avoir une partition du réseau qui va vous être dédiée, qui va être importante. Et donc on peut avoir des machines, telles que typiquement les X1, qui vont vous proposer 128 vCPU, 2 Go de RAM en utilisation directe, et du réseau 20 gigabits par seconde en sortie. Donc si vous avez des bases de données qui ont besoin d'extrêmement de performance, que ce soit en termes de vCPU, de mémoire ou de réseau, vous avez la possibilité de choisir dans le catalogue Amazon les machines qui vont être intéressantes pour vous. Maintenant, on était vraiment sur la machine. Ensuite, on va pouvoir optimiser le stockage. Derrière, rien que sur les machines que l'on va pouvoir choisir, on l'a dit, vous pouvez choisir la bande passante réseau que vous allez avoir en sortie. Et par défaut, une machine Amazon va partager sa bande passante entre les disques EBS, donc le stockage qui va être utilisé pour stocker vos données, et le réseau qui va être utilisé pour servir les données. Et donc pour des bases de données qui vont avoir beaucoup de transactions à traiter, on va se retrouver sur un modèle parfois d'étranglement des capacités réseau. Et donc Amazon EC2 propose une fonctionnalité qu'on appelle EBS Optimized, sur lesquelles vos instances vont avoir 2 cartes réseau disponibles. La première, une carte réseau qui va servir à servir le trafic pour vos utilisateurs, et la deuxième, une carte réseau qui va être dédiée à la bande passante vers vos stockages. Et donc vous pouvez avoir des bases de données qui du coup vont avoir beaucoup plus de performance juste en utilisant ces fonctionnalités-là. Si vous êtes sur les dernières générations d'instances, telles que les M4 ou les R4, par défaut, les machines sont EBS Optimized. Donc il n'y a aucune question à se poser, ça devient un bénéfice de la plateforme. En plus, sur les bases de données, on va vous donner, sur les machines, en fonction des générations et du type de machine, vous pouvez avoir du stockage local. Ce stockage local va être soit du disque dur, soit du SSD, ou même pour les dernières générations de machines, telles que les i3, du Non-Volatile Memory Express, donc du NVMe, qui vous donne des temps de latence en termes d'accès au stockage qui sont extrêmement faibles et des vitesses de lecture-écriture qui sont extrêmement puissantes. Par contre, c'est du stockage qu'on appelle éphémère. Donc là, vous allez avoir potentiellement beaucoup de stockage ou du stockage très rapide, mais ce stockage, si vous éteignez la machine, vous allez le perdre. Ce qui peut être un petit peu problématique, je le comprends, pour les bases de données. Donc dans ces cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce stockage extrêmement rapide, typiquement pour les bases de données temporaires ou pour tous les gros traitements batch sur lesquels on n'a pas besoin d'avoir une durabilité forte de la donnée, et on va utiliser de l'EBS qui lui est hautement durable, sur lesquels on peut faire des snapshots et des choses comme ça, pour tout le reste. Vient ensuite Amazon EBS. Amazon EBS en tant que tel va arriver sur 4 modèles différents. Un modèle SSD, qui est le modèle par défaut maintenant, sur lequel, en fonction de la taille du stockage que vous allez avoir plus ou moins de performance en termes de nombre d'entrées-sorties par seconde qui vont être disponibles. Pour les bases de données, plutôt que la performance pure, ce que beaucoup de nos clients ont besoin, c'est plutôt d'avoir une garantie de latence et avoir un provisioning, désolé pour l'anglicisme, d'avoir vraiment une garantie d'une constance sur les performances qui vont être fournies. Et on a créé un modèle qu'on a appelé Provision IOPS, qui effectivement est directement fait pour ces éléments-là. Vous allez pouvoir définir le nombre d'entrées-sorties par seconde que chacun de vos volumes a, et nous allons vous garantir que 99% du temps, vous allez avoir dans 10% de variance, moins de 10% de variance avec ce que vous avez provisionné. Donc pour les bases de données qui vont typiquement servir pour les ERP ou ces éléments-là, sur lesquels vous voulez avoir une garantie de performance, le Provision IOPS va être effectivement tout à fait parfait. Après, on a aussi la possibilité d'utiliser soit d'anciennes générations avec des disques magnétiques, soit les nouveaux disques magnétiques qui sont optimisés pour certains cas d'usage. Typiquement, des disques sur lesquels on va avoir du throughput optimized ou du cold storage pour, par exemple, avoir des bases de données sur lesquelles on va faire les backups sur ces disques-là. Ça va être moins cher, on va être vraiment optimisé sur de l'écriture séquentielle, et donc pour le backup, ça va être extrêmement performant. Et finalement, on peut aussi utiliser les éléments du moteur, tels que Storage Spaces. Donc, Microsoft Windows va vous proposer, à travers Storage Spaces, la possibilité de configurer le niveau de RAID que vous allez avoir sur vos machines, de faire du striping, du spanning de disques. Donc, vous pouvez configurer ce que vous avez l'habitude de configurer sur vos SAN on-premises en utilisant des volumes EBS en back-end. Et donc, vous pouvez très bien avoir un gros volume, je ne vais pas le recommander, un gros volume de plusieurs disques qui auront chacun 16 Tera de stockage si jamais vous avez d'énormes bases de données à stocker sur Amazon EBS. Ou alors, si vous voulez vraiment avoir de la performance en lecture, utilisez du mirroring au niveau des disques. Donc vraiment, vous pouvez avoir ce choix en termes de stockage. Donc optimiser le stockage est encore une fois un point clé sur les bases de données et
même le point le plus important, si j'ose dire, pour les bases de données. Parce que changer un type d'instance, Julien en a parlé tout à l'heure, ça revient à éteindre la machine, changer le type de machine, le redémarrer. C'est vraiment rapide. Changer de type de stockage, avec Amazon EBS maintenant, vous pouvez le faire même en temps réel. Néanmoins, c'est des opérations qui vont prendre plusieurs minutes, si ce n'est dizaines de minutes, si vous avez des disques qui vont faire jusqu'à 16 Teraoctets de stockage. Donc de préférence, essayez d'avoir une bonne vision sur vos performances attendues au stockage et d'avoir des architectures qui vous permettent de le faire de manière efficace. On a d'autres optimisations qui vont être disponibles. Des optimisations au niveau système. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez choisir de configurer l'affinité avec les processeurs pour avoir des modèles d'optimisation de SQL Server qui vont utiliser beaucoup de données CPU. Ou alors, vous allez avoir la possibilité de configurer le swap, le sizing, tous ces éléments-là au niveau de Windows. Donc, n'hésitez pas. Julien avait fait un deep dive sur Amazon EC2 et spécifiquement sur Linux, comment optimiser le kernel. Vous avez toutes les mêmes options sur Microsoft Windows, où vous allez pouvoir vraiment configurer votre kernel de la manière la plus efficace possible. On va ensuite pouvoir travailler au niveau du moteur de base de données. Cas d'usage dont j'ai parlé, stocker les bases de données temporaires sur les disques durs, sur les disques SSD qui vont être locaux à votre machine. Ou alors configurer le nombre de TMDB en fonction du nombre de vCPU que vous allez avoir, pour vous assurer que vous n'ayez pas de contention au niveau des transactions. Configurer la croissance des volumes sur le temp ou sur la base. Donc on va vraiment avoir toutes les fonctionnalités et tous les éléments qu'un DBA peut attendre pour avoir une base de données qui va être extrêmement optimale pour vos besoins. Et après, bien entendu, vous pourrez travailler sur la base de données, avoir des index efficaces, avoir les procédures stockées, avoir les triggers, avoir tout ce que vous voulez au niveau de la base de données. Parce que là, sur ces modèles-là, on est bien entendu sur des machines EC2, donc vous pouvez configurer tout ce que vous voulez. Un cas d'usage, un de nos clients, Hess, donc c'est un grand conglomérat qui fait de l'énergétique, qui fait énormément d'autres business aux États-Unis. Ils ont eu besoin de migrer énormément d'infrastructures sur AWS. On est en train de parler de plusieurs centaines de serveurs et plusieurs centaines de téraoctets de données. La majorité étant fonctionnant sur Microsoft Windows avec beaucoup de SQL Server. En utilisant Amazon Web Services, leur intérêt c'était vraiment de travailler sur le time to market. D'avoir une plateforme qui soit non seulement optimale en termes de création, mais qui en plus leur permette d'être très rapide sur la mise en place et sur la réplicabilité de cette mise en place. Ils ont été capables de travailler jusqu'à 100 serveurs par jour sur la migration pour avoir une plateforme migrée en moins de 6 mois. Et l'élément extrêmement important là-dessus, c'est qu'au moment, en fait, leur problème initial, c'était qu'ils devaient vendre une entité de S. Donc ils se séparaient d'une sous-entité. Et leur grande question, c'était comment est-ce que je vais faire au moment de la vente pour m'assurer que cette entité soit isolée du reste de mon système d'information pour pouvoir la vendre. Et le bénéfice clé qu'ils ont réussi à avoir à travers cette migration, c'est que la partie vente de l'entreprise et transfert du système d'information de S depuis leur interne vers le nouvel acquéreur a pris 30 minutes. Ils sont arrivés dans une salle de réunion, ils ont fait la réunion pour expliquer comment le système d'information marchait, ils ont pris le jeton qui contenait les codes multifacteurs de connexion à la plateforme AWS pour la plateforme S, les ont donnés au nouvel acquéreur, et en 30 minutes, le nouvel acquéreur avait les clés complètes du système d'information et n'avait plus besoin de S. Donc vraiment cette capacité à architecturer des plateformes Windows et SQL Server très rapides et d'avoir tous ces éléments de sécurité dont on a parlé au début, leur ont permis de tenir les délais, qui étaient des délais extrêmement courts pour vendre une entreprise. On va aussi pouvoir optimiser d'un point de vue financier. Donc là, on a vu la performance. Une fois qu'on a fait la performance, on va se poser la question du licensing et du coût. Quand on est dans le monde Windows, les premiers éléments de coût, ça va être effectivement la plateforme Amazon EC2. On l'a vu à travers l'optimisation des performances. Vous pouvez choisir dans un catalogue de plus de 50 types d'instances différents pour avoir la machine qui va répondre à vos besoins de performance, excusez-moi, mais aussi en termes de coût. Donc vous allez pouvoir choisir la machine qui répond vraiment à vos besoins. Mais une fois qu'on a une plateforme SQL Server qui est dessus, il faut aussi compter le prix de la licence Windows ou le prix de la licence SQL Server qui vont venir. Et c'est des coûts qu'il ne faut pas négliger, parce que ça peut avoir un impact vraiment important sur les contrats. Amazon Web Services, et spécifiquement SQL Server sur Amazon Web Services, vous propose une grande flexibilité en termes de licence. Le premier modèle que vous allez avoir, c'est le modèle que l'on appelle Licensing to Lead. Quand vous lancez une instance Amazon EC2, Windows, vous avez la licence Windows qui est fournie avec. On va fournir ces Windows aussi pour les plateformes SQL Server.
Donc vous allez lancer un SQL Server, ce SQL Server, vous allez le payer à l'heure. Vous avez besoin pour 5 heures, vous avez besoin de doubler la taille de la machine, puis de la réduire ou de l'éteindre, et bien vous allez payer effectivement heure par heure exactement pour le nombre de cœurs que vous allez utiliser sur SQL Server. Extrêmement efficace, parce que Amazon prend en charge toute la conformité et toute la déclaration des licences auprès de Microsoft. Vous arrivez sur un modèle qu'on appelle Pay as you go, donc plus vous utilisez, plus vous payez, moins vous utilisez, moins vous payez. Et en plus, vous avez le choix de choisir, si jamais vous voulez travailler sur le modèle EC2 dit standard, c'est-à-dire sur le multi-tenant, ou alors travailler, parce que vous avez des contraintes réglementaires, sur un modèle où vous avez des infrastructures dédiées. Donc l'hyperviseur, vous avez la garantie que vous êtes tout seul dessus. L'intérêt clé là-dedans, c'est que vous n'avez aucun coût de licence spécifique à gérer et aucun management à gérer, parce que tout est pris en charge par AWS. Maintenant, la plupart des grands clients ont déjà un accord avec Microsoft. La plupart de mes grands clients sur SQL Server et sur les plateformes Windows ont déjà un Enterprise Agreement, ont déjà du volume licensing avec Microsoft. Et ce qu'ils me disent, c'est très bien le modèle licence incluse chez Amazon, mais je vais payer 2 fois pour mon Windows ou pour mon SQL Server. La réponse est non, c'est que vous avez aussi la possibilité d'importer vos licences existantes, que ce soit des licences SQL Server, qui est le modèle par défaut, vous pouvez faire ce qu'on appelle du Bring Your Own License, BYOL. Et là, vous allez pouvoir réutiliser, si vous avez acquis vos licences à travers un contrat de volume et que vous avez une software assurance Microsoft, vous allez pouvoir prendre vos licences on-premises, les amener sur AWS et les utiliser dans le même modèle. Le seul élément que vous allez devoir faire, c'est effectivement déclarer ces licences à Microsoft. Donc vous récupérez cette charge de gestion des licences. Certains clients viennent même me dire, oui, mais là, Julien, j'aimerais bien aussi ramener mes licences Windows, parce que dans mon Enterprise Agreement, je n'ai pas seulement du SQL Server, j'ai aussi du Windows. Et là, on va avoir des fonctionnalités telles qu'Amazon c'est de Dedicated Hosts qui vont vous permettre de choisir, de réutiliser vos licences Windows, vos licences SQL Server et toutes les licences que vous pouvez avoir dans votre parc directement sur AWS. Donc ça c'est très bien, ça vous permet d'économiser énormément en termes de gains financiers parce que vous pouvez réutiliser les contrats que vous avez déjà eus. Mais par contre vous allez perdre en termes de flexibilité, d'agilité ou d'élasticité parce que vous allez être limité au nombre de licences que vous avez déjà acquises. Donc si vous êtes sur un site qui va typiquement avoir une base de données SQL Server pour servir vos clients, ça veut dire que vous allez devoir acheter le nombre de licences SQL Server pour le pic annuel que vous allez avoir. Et donc ce qu'on va avoir beaucoup de clients qui vont faire, c'est finalement se dire, je vais faire un modèle hybride. Pour tous les éléments sur lesquels je suis sur un cas d'usage qui est fiable dans le temps, donc mes bases de données back-end, mes bases de données pour mon ERP sont rarement des bases de données qui ont des grandes saisonnalités en termes de performance. On en a besoin tout le temps pour tous ces employés, des chiffres qui sortent tous les mois. Et pour tous les éléments donc pour cela, on va utiliser un modèle Bring Your Own License. Vous allez pouvoir réutiliser vos licences existantes, que ce soit Windows, SQL Server, ou on peut même parler d'Exchange, SharePoint, Dynamics ou Lync. Vraiment, tous les logiciels Microsoft vont rentrer dans cette catégorie. Et après, pour tous les éléments qui, eux, vont être beaucoup plus élastiques, vos sites web, vos serveurs de batch, vos éléments, Julien parlait d'Amazon RDS et de Big Data tout à l'heure, on a parlé de Mongo, tous ces éléments sur lesquels vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'élasticité, et bien pour ces éléments-là, vous allez pouvoir typiquement utiliser le modèle licence incluse. Et donc on va avoir un modèle de licensing commun avec une certaine partie en Bring Your Own License et une certaine partie en licence incluse. Et là, vous allez vraiment pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire économiser beaucoup en termes de finances tout en gardant l'agilité. Un des cas d'usage d'une plateforme qui a optimisé, c'est Infor, qui est un grand éditeur international d'applications qui fonctionne majoritairement sur plateforme Microsoft. Là, en l'occurrence, ils ont fait de l'optimisation d'un point de vue licensing, mais aussi et surtout, là, en l'occurrence, de l'optimisation au niveau du stockage, où ils ont choisi d'utiliser, par exemple, ici, les modèles Amazon EBS ST1, donc les Throughput Optimized, pour faire leur backup. Ça leur a donné la possibilité, par rapport à ce qu'ils avaient on-prem, en utilisant les différents éléments d'optimisation sur AWS, de gagner 75% juste sur les coûts de backup de base de données. Et après, ils ont eu des gains assez importants et surtout un gain en agilité sur le reste de leur plateforme. Donc, vous avez la possibilité vraiment d'être en contrôle complet sur le profil de coût de vos plateformes. On va vouloir monitorer SQL Server. La plateforme sur laquelle on va le faire, c'est Amazon CloudWatch. Je ne vais pas m'y étendre beaucoup, Julien en a parlé tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de se dire que, quel que soit le modèle que vous choisissez, que ce soit Amazon RDS ou Amazon EC2, vous allez avoir des métriques qui vont venir être disponibles pour vous. Ce sont des métriques qui viennent au niveau de l'hyperviseur. Donc vous allez pouvoir avoir des alarmes, des notifications sur ces métriques, mais on va rester sur
l'utilisation du CPU, le niveau d'IO qui sont sortis sur les disques. Si vous passez sur un modèle managé tel qu'Amazon RDS, vous avez la possibilité d'avoir des métriques un peu plus haut niveau. Vu qu'on est en train de gérer le système de base de données pour vous, eh ben on va aussi vous donner l'utilisation de la mémoire, l'espace de stockage, le nombre de connexions, des éléments qu'on ne peut pas avoir au niveau de l'hyperviseur. Par contre, si vous utilisez Amazon EC2, vous pouvez aussi définir des métriques personnalisées, donc de vous-même dire que vous avez des métriques, typiquement le nombre d'utilisateurs d'une application peut être une métrique importante pour vous, et vous pouvez publier ces métriques directement. Ensuite, Amazon RDS, et Julien en a parlé de manière très importante tout à l'heure, vous donne la possibilité d'avoir beaucoup de fonctionnalités de management qui sont incluses. Donc si vous voulez avoir de la haute disponibilité, le schéma avec les deux bases de données, la réplication synchrone et le witness, c'est fait automatiquement pour vous à travers la haute disponibilité multi-easy d'Amazon RDS pour SQL Server. Les backups, automatisés tous les jours. Et en plus, on fait de la sauvegarde de log toutes les 5 minutes. Donc vous avez la possibilité de résoudre un problème de disponibilité matérielle à travers ces fonctions de haute disponibilité et un problème de transaction malveillante ou frauduleuse sur vos bases de données. Typiquement, le cas d'usage souvent, c'est une requête qui va passer pour faire une mise à jour sur une colonne avec l'oubli d'une clause where. On sait que ça arrive jamais, les développeurs n'oublient jamais les clauses where. Si jamais ça devait arriver, vous avez la possibilité de revenir à la seconde près où cette modification a été faite sur la base de données. Julien en a parlé aussi, vous avez la mise à jour des bases de données automatiques. Les versions mineures, c'est fait automatiquement. Les versions majeures, vous pouvez le choisir de vous-même. Vous pouvez choisir de changer de type d'instance en cliquant clairement sur un bouton. Donc vous dites, je veux avoir une instance plus grande. Si vous êtes en multi-easy, on va resizer le slave, on fait un failover, on resize l'ancien master qui lui est devenu un slave. Et vous avez aussi un environnement qui est complètement géré. Il est intégré avec Active Directory, il tourne dans Amazon VPC. Donc toutes les fonctionnalités de sécurité dont j'ai parlé au départ, vous les avez par défaut incluses dans la plateforme. Le monitoring, voici un certain nombre de métriques que vous pouvez avoir, le nombre de connexions, le nombre de read IOPS, directement sur les bases de données. Ce que vous pouvez aussi avoir sur Amazon RDS, et ce qui est vraiment clé sur l'utilisation et une valeur importante d'Amazon RDS, c'est que vous allez garder les mêmes outils que ceux que vous utilisiez avant. Vous utilisez toujours SQL Server Management Studio, vous utilisez toujours .NET, PowerShell, les mêmes outils pour faire vos connexions et pour gérer vos bases de données. Ce n'est pas un moteur différent du moteur SQL Server que vous avez, c'est juste le même moteur SQL Server que vous pouviez avoir on-prem, juste mis sous stéroïdes et bien amélioré en étant complètement automatisé sur AWS. C'est complètement managé, vous avez juste à l'utiliser, focaliser sur vos cas d'usage métier et non pas avoir à gérer toute la plateforme qui vient derrière. Sécurisé, j'en ai parlé, c'est avec AD, c'est avec Amazon VPC. Par contre, c'est complètement configurable. Et là où c'est aussi important, c'est que même si vous êtes sur Amazon RDS et que vous n'avez pas accès au système d'exploitation parce que c'est un système managé, vous avez quand même à travers les paramètres sets et les option sets la possibilité d'avoir des leviers de configuration extrêmement fins sur la manière dont vos bases de données fonctionnent. Donc vraiment important de regarder ces modèles-là. Un cas d'usage, quand on crée une base de données Amazon RDS SQL Server, un des points qu'on va avoir à choisir, c'est le réseau et la sécurité que vous allez choisir. Donc vous choisissez un réseau, le sous-réseau. Est-ce qu'elle est publiquement accessible? Par défaut, je recommande qu'elle ne soit pas publiquement accessible. C'est rarement une bonne idée d'avoir une base de données SQL Server ou même n'importe quelle base de données qui soit directement accessible sur Internet. Et après, ce que vous allez choisir, directement dans le wizard Amazon RDS, vous pouvez choisir de la joindre à un domaine Active Directory déjà existant. Donc vous n'avez plus rien à configurer. Si cet Active Directory est géré par AWS Directory Service, vous allez pouvoir l'utiliser directement. Et ce qui est intéressant, donc là je me connecte à un domaine qui est hébergé sur la plateforme Dublin, donc en Irlande, dub.lepine.local. Ce qui est intéressant, c'est que ces modèles-là, on va pouvoir les étendre à travers des trusts. Et donc quand je vais configurer mes utilisateurs, je vais pouvoir configurer des utilisateurs depuis un domaine externe, typiquement un groupe développeur qui serait un groupe qui serait hébergé sur mon Active Directory on-premises ou sur un autre Active Directory géré pour moi. Et à travers le trust, mon modèle Amazon RDS va directement hériter de toute la sécurité des modèles Active Directory que j'aurais pu déployer depuis des années dans mon entreprise. Ce qui fait que quand un utilisateur arrive sur son environnement de développement, il a juste à choisir la base de données qu'il va vouloir avoir, cliquer sur connecter, et là on voit que je me connecte en tant que EXT Julien, donc je suis bien l'utilisateur de ce domaine externe, et malgré ça, je vais pouvoir accéder à la base de données, commencer à faire des requêtes et à l'utiliser directement dans mon SQL Server Management Studio. Donc très simple pour être mis en place et complètement intégré. Julien en a parlé aussi, la migration des données vers Amazon RDS. On a 4 modèles qui sont des modèles clés. Le premier, c'est Database Migration Service. Très simple à mettre en place.
vous allez avoir la possibilité, et Julien a répondu à la question, ça va faire un snapshot de votre base de données, le restaurer sur la base de données destination, mettre en place une réplication temps réel de toutes les modifications de la base de données source pour qu'elle soit répliquée en temps réel, enfin en quasi temps réel, donc sur la réplication asynchrone vers la base de données destination, pour qu'au moment où vous voulez faire votre transfert, vous ayez un downtime qui soit le plus minimal possible. Et ce downtime, finalement, ça reviendra juste à changer une chaîne de connexion dans vos applications pour dire, au lieu de pointer sur ma base de données source, qui était ma base de données on-premises, maintenant on va pointer sur ma base de données RDS. Donc vraiment simple. Avec le Schema Conversion Tool, vous avez aussi la possibilité de changer de moteur de base de données. Venir d'une base Oracle, aller vers Aurora ou aller vers SQL Server, depuis on-prem vers AWS, ou depuis AWS vers vos éléments extérieurs on-prem, ou changer de moteur sur AWS. Donc on vous donne vraiment cette flexibilité au niveau du moteur de base de données. Maintenant, pour beaucoup, utiliser un service externe juste pour restaurer une base de données, ça peut peut-être être un petit peu overkill. Donc Amazon RDS propose aussi la possibilité de faire du native backup restore. Vous faites comme vous avez toujours fait avec SQL Server, une sauvegarde en point back de vos éléments, vous incluez le journal de transaction, vous faites tout ça, vous l'envoyez vers Amazon S3, notre système de stockage qui existe depuis 11 ans maintenant et qui est avec 11.9 de durabilité. Et côté Amazon RDS, vous avez juste une commande à exécuter, une procédure stockée à lancer, et cette procédure stockée va récupérer les données depuis Amazon S3, les télécharger en local et faire la restauration. Donc pour vous, finalement, intégrer des données dans Amazon RDS, c'est aussi simple que de faire un backup restore que vous faisiez avant sur SQL Server. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous voulez partir d'Amazon RDS ou migrer d'un RDS à un autre, vous pouvez faire un backup et le restaurer sur une deuxième base de données. Maintenant, on a dit, c'est vraiment de la familiarité aussi, donc vous pouvez utiliser les éléments déjà existants, tels que le Database Publishing Wizard, utiliser SQL CMD, utiliser BCP pour faire vos migrations de bases de données. Ça reste un SQL Server, donc vous pouvez vraiment faire tous les mêmes éléments. Et on a beaucoup de partenaires dans la marketplace qui, eux, vont aussi vous aider à avoir des modèles de réplication ou des modèles transactionnels un petit peu différents pour vos migrations. Donc vraiment, migrer vers Amazon RDS, c'est un élément vraiment facilité par un écosystème complet qui est là pour vous aider à venir vers Amazon ou partir d'Amazon pour aller vers Amazon RDS ou retourner vers Amazon EC2 ou ailleurs. On est vraiment là pour vous aider dans votre fluidité des données. L'écran de Database Migration Service, c'est vraiment simple. On arrive, vous mettez le point d'entrée, donc le nom du serveur avec le point d'entrée DNS, vous mettez le port en entrée, des informations de connexion, la même chose sur la destination avec le nom de la base de données, et vous allez pouvoir être connecté et faire la migration. À partir de ce moment-là, tout est géré directement pour vous. Donc maintenant qu'on a vu ces différents éléments, quelle option sera l'option la plus efficace pour vous? La première option, on l'a dit, et c'est ce que vous devriez considérer, c'est de se dire, le modèle par défaut devrait être Amazon RDS. Il n'y a aucune raison pour que par défaut sur un nouveau projet, vous deviez passer quelques jours, ne serait-ce que quelques heures, à configurer et à mettre en place une nouvelle base de données. Avec Amazon RDS, vous le faites en à peu près 5 minutes ou même quelques secondes en un appel de ligne de commande, et votre base de données est disponible d'ici un quart d'heure. Elle sera automatiquement hautement disponible, sauvegardée, vous aurez tous les éléments de valeur. Donc vous pouvez vous focaliser sur votre métier, le tuning, qui est le tuning important du database administrator sur cette base de données, au niveau des schémas, au niveau des index. Et vous n'avez pas besoin d'avoir cette expertise database, mais qui finalement est rarement une expertise database, plutôt une expertise assez système qui vient toucher un peu à la base de données, ou quand on demande aux database administrators finalement ce qu'ils font au quotidien, ils sont beaucoup plus souvent sur Windows, le tuning et la gestion de Windows, plutôt que sur une pure gestion du moteur SQL Server. Si jamais vous avez besoin de contrôler l'OS et l'instance physique sur laquelle ça va être exécuté, ou vous avez des besoins de backup, de réplication, de clustering, ou des rôles qui sont nécessaires, là vous allez avoir la possibilité quand même d'utiliser Amazon EC2. Mais vraiment le modèle qu'on va vous recommander, c'est par défaut considérer Amazon RDS, c'est très peu engageant pour vous, vous pouvez y entrer et en sortir très facilement. Et si jamais vous ne pouvez pas utiliser RDS, effectivement Amazon EC2 avec SQL Server sera une solution tout à fait efficace. Donc, encore une fois, regardez Amazon RDS, regardez Amazon EC2, quelles sont les valeurs? Amazon RDS, vous avez une infrastructure qui est complètement gérée pour vous. Vous avez une base de données qui est complètement gérée pour vous. Donc l'installation, les backups, la haute disponibilité, le patching de l'OS, le patching de la base de données, l'élasticité viennent à un appel d'API ou un clic.
Si jamais vous avez besoin de faire différemment, vous serez toujours sur une infrastructure qui sera complètement opérée, parce que ça reste Amazon EC2. Par contre, eh ben, l'installation du système sera automatisée pour vous, mais vous allez pouvoir gérer et contrôler un peu plus d'éléments. Donc, ce sera plus de travail chez vous, mais vous aurez plus de contrôle. Et donc, la responsabilité que vous allez avoir, si vous êtes sur RDS, vous allez vous focaliser sur l'optimisation et le tuning de l'application, son déploiement et son monitoring. Si vous êtes sur Amazon EC2, eh ben, vous allez avoir toujours cet élément optimisation de l'application et tuning, déploiement, monitoring, mais vous allez aussi avoir à votre charge la haute disponibilité, le backup, la base de données, le patching. Donc un peu plus de travail, mais encore une fois plus de contrôle. Je vais m'arrêter ici, je voulais ouvrir pour les questions. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quels sont les différents éléments pour architecturer et quelles sont les questions à se poser pour architecturer de manière efficace une base de données SQL Server sur Amazon EC2. Amazon RDS et quels sont les services proposés par Amazon RDS spécifiquement pour SQL Server, comment migrer vos données dans AWS, et finalement quelques bonnes questions à se poser sur quel est le modèle le plus efficace pour votre environnement en termes de licensing ou en termes de Amazon RDS contre Amazon EC2. Comment commencer? Et avant de répondre aux questions, si vous n'avez pas de compte, je vous engage à en créer un. Vous avez par défaut 1 an d'Amazon EC2 gratuit, donc vous pouvez lancer une instance EC2 pendant 1 an. La même chose pour Amazon RDS. Je vous engage à regarder le Well Architected Framework, qui est vraiment un élément clé de la conception d'architecture sur AWS. J'en ai parlé au début et j'ai construit cette session autour des piliers du Well Architected Framework. Je vous engage vraiment à le regarder. Ça ne s'adresse pas que à SQL Server, c'est vraiment pour toutes les workloads que vous pouvez avoir sur AWS. N'hésitez pas à nous contacter, venez au webinaire, les mardis du cloud. On a le Summit, Julien en a parlé et vous l'a montré, sur lequel vous pouvez venir et vous pouvez nous rencontrer. On a aussi des Awesome Days qui sont présents régulièrement en France. Et à Paris, on va aussi les étendre un peu plus loin, sur lesquels vous pouvez venir nous rencontrer, découvrir la plateforme, faire un peu de hands-on et surtout échanger avec des architectes solutions. Et finalement, on a des partenaires et des équipes de certification qui sont là pour vous former, vous certifier et vous donner des crédits aussi, ils sont assez sympas là-dessus, pour découvrir la plateforme et monter en compétences là-dessus. Donc moi j'en ai fini avec ma présentation, on va maintenant pouvoir passer à la partie questions-réponses. David a commencé par poser une question en parlant des FCI, les Failover Clustered Instances. Est-il possible d'utiliser les nouvelles fonctionnalités Windows Server 2016 et Storage Replica, typiquement Storage Spaces Direct, par exemple? À date, Storage Spaces Direct est fait pour être utilisé au niveau du stockage physique des machines et pas au niveau des stockages SAN. Donc non, nous ne supportons pas encore, et j'espère qu'on le supportera bientôt, les fonctionnalités telles que Storage Spaces Direct, sur lesquelles les disques de vos instances, vous pouvez les répliquer. Amazon EBS, par défaut, est déjà un modèle répliqué. Donc on n'a pas la possibilité de... Enfin, vous n'avez pas besoin finalement de mettre en place un RAID supplémentaire pour avoir de la disponibilité. Storage Spaces Direct est vraiment fait pour répondre à ces besoins-là. Ce que vous allez pouvoir faire, et la deuxième limite, c'est de se dire Storage Spaces Direct, c'est fait pour avoir deux machines la plupart du temps dans le même réseau. Là, ce qu'on veut, c'est avoir des machines dans deux zones de disponibilité différentes, donc des réseaux différents. Et donc on va plutôt utiliser des solutions actuellement d'architecture pour y répondre, telles que, j'en ai parlé, Sios, SoftNAS ou NetApp, pour répondre à ces besoins-là. C'est quelque chose, si jamais vous avez vraiment le besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est à l'écoute de tous les feedbacks sur ces éléments-là. Dans le cas de Direct Connect, question de Arnaud, peut-on avoir le master dans le data center du client et uniquement les réplicas sur AWS? Oui, tout à fait. Vous allez faire porter un certain nombre de besoins en termes de disponibilité au niveau du réseau, mais Direct Connect, qui est notre solution de connectivité, est évidemment faite pour ça. Donc vous avez la possibilité, encore une fois, d'avoir une connexion fibre dédiée entre vos environnements on-prem et AWS. Et donc la réplication va venir d'une base de données on-prem pour aller vers AWS. C'est un cas qu'on peut voir typiquement dans les cas de sites de vente en ligne. On a beaucoup de sites de vente en ligne qui font ça. Sur leurs premières étapes de migration, ils vont déployer les front-end web sur AWS et garder, le temps de faire les migrations, les bases de données on-premises, parce que c'est les bases de données historiques qu'ils avaient, et avant de faire la migration en ligne sur AWS. Avec ces éléments-là, ils vont garder les bases on-prem, mettre la réplication et avoir les frontaux sur AWS pour servir tous leurs clients. La question suivante. Hugo. Voilà. Quel design AWS a-t-il pour la partie Data Warehouse et les différentes appliances qui existent?
Alors sur la partie SQL Server, vous avez la possibilité d'utiliser Amazon EC2 et d'utiliser, j'en ai parlé, des machines qui sont des machines extrêmement performantes pour avoir des modèles de data warehouse. Mais Amazon RDS propose aussi beaucoup d'autres modèles et Amazon en tant que tel propose d'autres modèles. Donc si vous voulez faire du data warehousing, on a aussi des solutions telles qu'Amazon Redshift que je vous engage à regarder, qui vous donnent la possibilité de faire des dataware à l'échelle, et on est en train de parler d'échelle d'exaoctets de données à analyser directement sur la plateforme. SQL Server propose, donc toujours une question de Sébastien qui a été assez prolifique sur les questions. SQL Server propose d'autres services tels que SQL Server Integration Services, Reporting Services ou Analysis Services. Est-il prévu d'étendre RDS pour proposer ces services? À date, Amazon RDS ne propose que le moteur données de SQL Server. Donc quand vous hébergez des bases de données et non pas les services d'intégration. Vous pouvez étendre cette plateforme en ayant des plateformes Amazon EC2 connectées à cette base de données qui vont, elles, héberger la partie analytique, la partie reporting ou la partie intégration. Vous pouvez néanmoins, si vous avez vraiment besoin de les avoir directement intégrés à Amazon RDS, n'hésitez pas à revenir vers nous encore une fois. Les équipes sont à l'écoute de tous les besoins que vous pourriez avoir pour y répondre. Donc, encore une fois, je n'ai pas de date de sortie, ou même si ça existera, mais vraiment, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Question licensing. Faut-il la software assurance pour utiliser nos licences SQL Server sur Amazon RDS? Question de William. La réponse est oui. Si jamais vous voulez utiliser des licences et faire ce qu'on appelle le license mobility, donc utiliser vos licences on-prem sur AWS, notre recommandation, c'est effectivement d'avoir la license mobility. Et cette license mobility se base sur deux éléments. Il faut avoir une base de données, il faut avoir des licences que vous avez acquis en mode volume licensing, donc acheté à travers un contrat avec Microsoft, et en plus avoir une software assurance qui sera active sur ces licences. Et donc ce sont les deux conditions prérequises pour pouvoir le faire. Si jamais vous n'avez pas ces éléments-là, on rentre dans un mode de contrat plus legacy, et ces contrats legacy, on va pouvoir les traiter avec des plateformes telles qu'Amazon EC2 Dedicated Hosts, mais là vous n'avez pas les bénéfices de management de la plateforme Amazon RDS. Question d'Arnaud, en termes de sécurité, quel est l'avantage du chiffrement standard, uniquement, typiquement pour certaines certifications, telles que PCI ou autres? On va avoir plusieurs intérêts du chiffrement donc dit standard, du chiffrement du stockage. Le chiffrement du stockage, on va pouvoir parler typiquement d'AWS KMS. Ça vous donne la possibilité de chiffrer non seulement les bases de données, mais aussi de chiffrer les backups. Donc vous allez avoir, effectivement, si vous êtes soumis à certaines réglementations telles que PCI DSS, il y a une obligation de chiffrer les données dès que vous avez des données clients nominatives ou des données de carte bancaire. Donc ça, oui, ça vous permet de répondre à ce besoin d'audit. Mais en plus, en termes de sécurité, vous ne chiffrez pas que seulement la base de données, mais aussi les snapshots. Donc ça vous donne une visibilité complète sur le cycle de vie de ces informations, du moment où elles sont sur une instance active et sur une base de données, mais aussi sur tout ce qui va se passer derrière. Donc, même si effectivement le chiffrement ne change rien au moteur SQL Server et que si quelqu'un a les accès à la plateforme, il va pouvoir le faire, ça vous donne quand même un certain nombre de protections sur ce qui vient derrière. Donc ma recommandation, c'est regarder ces éléments-là en termes de quelles vont être les disponibilités. Alors j'ai une extrêmement longue question de la part de Benoît. RDS utilise actuellement le mirroring alors que Always On Availability Group est un peu plus efficace en termes de réplication et permet d'autres fonctionnalités. Est-ce qu'il y a des plans pour intégrer Always On Availability Group dans Amazon RDS? C'est un élément sur lequel on a beaucoup de demandes de la part de nos clients. Donc je ne peux pas vous donner de réponse de la part des équipes produits. Oui, à date, on ne fait que du mirroring. Mais effectivement, on le regarde très activement, ne serait-ce que parce que SQL Server 2016 est la dernière version à supporter le mirroring. Les versions suivantes n'utiliseront que Always On Availability Group. Alors, une question était sur SQL Server, quelles sont les tâches de maintenance qu'on doit toujours gérer, les index, les stats, les DBCC checks, ces éléments-là. Alors, exactement toutes ces tâches-là. Toutes les tâches qui sont des tâches à mettre en place au niveau du moteur de base de données, sur lesquelles le moteur doit effectuer quelque chose ou qui sont liés au contenu des bases de données, sont des éléments que vous allez mettre en place directement et sur lesquels nous, on n'a pas d'action. Nous, on automatise le moteur, sa configuration, son backup, sa mise en haute disponibilité, mais on ne touche pas à l'intérieur des bases de données.
Et donc tout ce qui est vraiment à l'intérieur du moteur de base de données, la configuration, la gestion des index et tout ça, reste vraiment à votre charge et vous allez avoir, le besoin de les mettre en place. Question avec Database Migration Service, est-ce qu'on peut pousser des données dans une destination contenant déjà des données de prod sans casser les réplications, sans casser les contraintes? Database Migration Service est un service qui est fait pour faire de la migration de base de données. Ma recommandation est toujours de partir d'une base de données qui sera une base de données vierge. Par défaut, Database Migration Service va utiliser les fonctionnalités pour dire, typiquement, j'ai la possibilité d'insérer des nouvelles identités dans les colonnes qui sont des colonnes avec identité ou sur des clés primaires. Donc, lui va pouvoir le gérer. Par contre, il ne fait pas de contrôle préalable sur la cohérence des données. Si vous avez déjà des données qui sont dans vos bases de données de production et qui existent avec les mêmes éléments, et bien vous allez avoir des incohérences. Donc, je vais vraiment vous recommander, sur du Database Migration Service, de commencer avec des bases de données vraiment neuves, si possible. Il y a une question sur Amazon RDS SQL Server, sur comment on peut changer les IOPS d'un stockage, ou changer la taille du stockage. C'est une limitation forte qu'on a actuellement sur RDS SQL Server. Les équipes travaillent, je peux vous assurer, nuit et jour pour répondre à ce besoin-là. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a très peu sur Amazon EBS, qu'on appelle le Dynamic EBS, donc qui donne la possibilité de redimensionner les volumes EBS directement. J'espère et vraiment je pousse les équipes au quotidien pour que ça revienne très bientôt sur Amazon RDS. Encore une fois, je n'ai pas de date de sortie qui soit disponible, mais enfin voilà, on fait tout pour que ça arrive très vite pour vous. Je pense qu'on est bon au niveau des questions. Je voulais vous remercier pour toutes les questions que vous aviez pu poser. J'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. Alors, il faut choisir un gagnant. Encore une fois, merci beaucoup. J'espère que vous revoir bientôt dans les Mardis du Cloud ou au Summit ou aux Awesome Day. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à venir à tous les événements qu'on met en place pour vous. Merci et bonne fin de journée.